0,1 sur le Nasdaq à 4736. On trouve Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. On va parler de l'actualité entreprise. Grégory, avec tout d'abord FedEx qui obtient l'accord des autorités européennes pour le rachat de TNT. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour FedEx. Il faut se souvenir que UPS avait voulu racheter aussi TNT et ça avait été bloqué par les autorités européennes. Donc maintenant FedEx s'adjuge cette compagnie, ce qui va permettre à FedEx de devenir le numéro 2 en Europe de la livraison après Deutsche Post. Donc bonne nouvelle, le titre salue cette nouvelle, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que des titres comme justement FedEx, UPS ont été les plus mauvaises performances en ce début d'année, et on peut dire même que ce qui était assez inquiétant dans les marchés américains, c'était cette sous-performance de l'indice des transports, qui a été la plus grosse sous-performance, disons, depuis le début de l'année. On sait que pour avoir un marché haussier, il faut avoir l'indice des transports qui monte, parce que qu'est-ce que ça représente l'indice des transports? C'est le transport des biens, des achats par les consommateurs, de la production industrielle, etc. Donc c'était inquiétant, et je pense que si cet indice ne se reprend pas, il faudra se poser quand même des questions assez fondamentales. Et à quoi l'attribuer cette baisse de cet indice et donc de ces valeurs liées au transport, liées à la livraison de courrier express, à des craintes de ralentissement de l'économie? Je dirais que ça a été très compliqué de trouver une seule raison. La première raison pour des FedEx et des UPS, c'est qu'ils ont été un peu débordés. C'est-à-dire que c'était la fin de l'année, il y a eu tellement de paquets qu'ils ont accumulé un peu les retards de livraison, ce qui fait toujours un peu désordre. Autrement, vous avez tout ce qui est le transport ferroviaire, qui est le transport par exemple de matières premières et surtout de pétrole, qui est en chute libre, là, évidemment. On comprend effectivement ces valeurs s'effondrer. Exactement. Donc si on regarde sur l'ensemble, vous savez, dans le transport, il n'y a pas tellement de valeurs. Donc en fait, ça a donné une baisse de pratiquement 10% depuis le début de l'année de l'indice Dow Jones des transports. Alors on change de secteur, celui de la distribution vestimentaire, avec Gap, l'action en difficulté. Gap, qu'est-ce qui se passe? C'est un modèle qui est dépassé, Gap, aujourd'hui? Écoutez, c'est un modèle, c'est plusieurs modèles, si on veut dire. La concurrence Gap est quand même très, oui, Gap est très diversifié. Vous avez trois enseignes différentes. Vous avez l'enseigne un tout petit peu haut de gamme qui est Banana Republic, qui ne marche plus bien depuis longtemps, plus bien du tout depuis longtemps. Vous avez la grande enseigne Gap que tout le monde connaît et qui a pas mal de peine. Et puis, vous aviez Old Navy, qui était l'enseigne discount, qui permettait à Gap encore de bien se comporter, parce que le discount, c'est là que les gens aiment faire leurs courses. Et là, tout d'un coup, les ventes chez Old Navy s'écroulent de 7% sur le mois dernier. Donc, en fait, il y a plus vraiment un support pour cette compagnie si leurs trois branches d'activité est en train de baisser. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi? Il y a aussi là beaucoup de réponses. La première réponse, c'est que les Américains dépensent de plus en plus d'argent pour leurs loisirs et de moins en moins pour des achats matériels et surtout pour des vêtements. Et puis l'autre chose, c'est que Gap, c'est beaucoup dans les malls, dans ces grands malls où la participation, le nombre de visiteurs a beaucoup baissé dernièrement. Et regardez par exemple l'exemple de Macy's hier. Macy's va fermer 40 magasins. Ces magasins sont dans les malls. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a encore moins de gens qui vont aller dans ces malls où vous avez beaucoup de ces enseignes Gap. Donc vraiment là, un gros vent contraire pour Gap qui aura de la peine à remonter le chemin. Ils ont peut-être mis du temps aussi à s'adapter à l'arrivée de nouveaux concurrents, notamment Uniqlo, qui commence à se développer hors d'Asie. Oui, alors c'est considéré comme assez cher quand même, Gap, par rapport à Uniqlo. Oui, on pourrait se poser la question, mais on a vu que les ventes de Uniqlo au mois de décembre aux États-Unis étaient en baisse aussi de 10%. Donc là, vraiment pas de chance. Il reste NS et Moritz et puis des enseignes, je crois, surtout comme Zara qui s'en sortent plutôt bien, parce qu'ils arrivent eux à avoir un flux tellement tendu qu'ils changent carrément tout ce qu'ils ont dans les magasins. Voilà, toutes les 3 semaines leur collection. Voilà, c'est exactement ça que le consommateur veut en ce moment. Il paraît que le temps un peu plus doux, l'hiver un peu plus doux n'est pas bon pour les distributeurs vestimentaires. Ça c'est une donnée. C'est clair que c'est ce qu'ils disent. Au mois de décembre, on n'a pas envie de s'acheter encore des t-shirts pour le printemps. Par contre, on voudrait acheter des gros pulls. Mais si, comme à New York, il faisait 20 degrés le jour de Noël, c'est vrai que ça a beaucoup freiné les ardeurs. Ça n'aide pas, exactement. Alors pendant ce temps-là, les ventes du e-commerce, elles décollent en flèche, surtout pour Amazon. On a des chiffres pour décembre.
Oui, alors Amazon, c'est pratiquement 50% de e-commerce et c'est une hausse de 20%, c'est une très forte hausse. Il faut voir en fait que tous les vendeurs de e-commerce en profitent et que même pour les compagnies qui ne sont pas des compagnies elles-mêmes de e-commerce, on peut parler d'un Best Buy, d'un Macy's, c'est encore le seul endroit où les ventes vraiment progressent. Donc il y a un vainqueur, c'est Amazon, mais heureusement pour les autres participants au secteur, e-commerce est là. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, on peut bien comparer les prix quand on va sur son ordinateur, sur Internet. Les livraisons se font très rapidement, livraison à domicile. Si vous êtes un membre de Amazon Prime, qui vous coûte quand même $90 par mois, mais enfin par an, mais si vous êtes un membre d'Amazon Prime, la livraison en 2 jours garantie est gratuite. Donc il y a de plus en plus vraiment là d'avantages à commander sur Internet et à ne pas aller dans les magasins eux-mêmes. Amazon, c'est le cas le plus frappant, mais il y en a d'autres aussi qui affichent de bons chiffres là, avec les ventes de Noël. Oui, si on regarde, ils ont tous une progression, mais si vous regardez par exemple un eBay ou vous regardez Google, la progression est nette, mais comme je vous disais, Amazon c'est 50% de part de marché et le reste est divisé avec des centaines et des centaines de participants, donc c'est beaucoup moins net comme chiffre. Question subsidiaire dans un tout autre registre. Net comme chiffre. Question subsidiaire dans un tout autre registre, Grégory. Est-ce qu'on parle et de quelle manière on parle à Wall Street de l'introduction à venir géante de Saudi Aramco? Ça fait grand bruit à Wall Street? Non. C'est une bonne question. Ouais. Ça n'y avait pas réfléchi? Non, moi j'ai réfléchi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens tout simplement qui ont d'autres préoccupations. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire alors? Ça m'inspire comme commentaire que ça sera une introduction peut-être géante, mais que de toute façon, comme l'Arabie Saoudite et la famille royale va garder la majorité des actions, parce qu'ils vont pas mettre évidemment tout Aramco sur le marché, si la capitalisation risque d'être géante, le flottant risque d'être assez limité. Ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, c'est surtout la réflexion que quand on commence à vendre les bijoux de la couronne, d'une certaine façon, c'est jamais bon signe. Voilà, c'est jamais bon signe et c'est clair que les Saoudiens savent que on est maintenant vraiment. C'est facile de dire dans un cycle baissier à court terme, mais si on regarde sur les 20 ou 30 ans prochains, difficile d'imaginer vraiment une forte augmentation de la demande pour les produits pétroliers. Les voitures consomment de moins en moins, les avions consomment de moins en moins, vous avez véhicules électriques, vous avez les énergies alternatives, donc on est au début, je dirais, d'un cycle long de la baisse de la demande pour les produits pétroliers. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui encore. C'est toujours un plaisir de vous parler. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. 15h et bientôt 57 minutes sur BFM Business. C'est